Bienvenue sur Fait de moi humoriste. Moi, c'est Samuel, l'animateur de ce podcast. Pour ceux qui tombent sur le podcast pour la première fois, le concept est simple. J'apprends à devenir humoriste en m'inspirant des invités et de leurs conseils. Pour mon premier épisode, j'ai eu la chance de recevoir Pébé Rivard, un humoriste, un podcasteur. On a parlé de son début de carrière, de la place du podcast en humour. Il a donné des conseils pour la relève. Donc sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Salut Pébé, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le studio pour pouvoir accepter ton invitation. Ouais, je te cache pas que Montréal, j'aime pas trop conduire là-bas. Non? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Comparé à Saint-Hyacinthe... Ouais, mais c'est ça, là, c'est le point de comparaison. Ouais. Là. Mais je comprends que c'est quand même pas la place la plus simple. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Pébé Rivard, Oui. humoriste, Oui. animateur de podcast aussi, avec Carré de sable, Yes. plus de 300 épisodes cumulés. Ouais, si tu veux savoir, ok, parfait. J'étais... non, j'attendais que tu finisses. Oui, exactement. J'habitais pas à Montréal, en fait. J'habitais à Sainte-Julie-sur-la-Rive-sud chez mes parents. J'étais au cégep en sciences de la santé à Champlain, ça arrive sud de Montréal. Puis en même temps que je faisais ça, je faisais de la tournée avec un band de musique qui s'appelait Éléphantine. J'étais bassiste, puis j'étais encore bassiste, là, mais je fais plus de musique. Et quand le band a fini, moi je suis parti du band parce qu'il fallait, pour plein de raisons, mais aussi parce que je m'en allais à l'université à Québec faire un programme en sciences, technologies agroalimentaires, c'est de la chimie alimentaire. Dans le fond, j'avais plus de band. Je me suis ramassé à Québec pendant 1 an à juste comme rien faire artistiquement. Puis une de mes amies qui étudiait en journalisme, elle m'a parlé d'un concours d'humour qu'il y avait à Québec, que PA Méthode animait dans un steakhouse de Marche aux Puces. C'était les belles années. C'était avant que PA perce, là. Et c'était première scène en humour. Fait que je me suis inscrit à ça. J'ai écrit 5 minutes de joke. Je me suis pointé. J'ai fait mon premier show comme ça. Puis là, ça m'a donné la piqûre. Puis après ça, je me suis inscrit à l'école de l'humour. Je me suis pogné une job à la radio après ce show-là à Québec. Fait que j'allais tous les matins à la radio écrire des jokes, puis juste les faire en ondes ou les donner à l'animateur. Ça fait que ça me pratiquait. J'ai fait mes auditions de l'école cette année-là. J'ai été accepté, donc je suis revenu l'année d'après à Montréal. Là, je suis venu m'installer à Montréal. Puis j'ai fait l'école de l'humour, puis c'est parti de là. Puis je fais ça depuis ce temps-là. Fait que c'était en 2000. Je suis sorti de l'école en 2010. OK. Mais qu'est-ce qui t'a donné le déclic, là? La musique puis l'humour, c'est pas la même affaire, là? C'est pas la même Qu'est-ce qui t'a donné le guts de te lancer, d'aller tester, puis de... Le guts, je pense que c'est l'insouciance, mais c'est que... Moi, j'étais un geek, là. J'étais un gars de science, puis je jouais de la musique. J'aimais bien ça, jouer de la bass dans mon sol, puis j'avais un band avec mon meilleur ami qui était drummer. Puis quand j'ai commencé à faire des shows, j'ai découvert un peu cet environnement-là, de tourner, de faire des spectacles et tout ça. Puis il y a quelque chose là-dedans qui me faisait vraiment capoter, vraiment vibrer. Fait que je cherchais une façon de revivre ça. Puis à Québec, je cherchais des projets musicaux, mais je trouvais pas de band, je trouvais rien. Puis l'humour, j'avais déjà un intérêt pour ça, sans vraiment le savoir. Je m'étais pas posé trop de questions, mais je m'étais acheté un cahier, puis je commençais déjà à noter juste des affaires que je trouvais drôles, en général, ou des observations. Juste, je sais pas trop pourquoi je faisais ça, mais j'avais commencé à faire ça. Peut-être dans le but d'un jour faire de l'humour, puis c'était pas trop clair. Puis quand l'opportunité de faire un show s'est présentée, c'était comme naturel. Je me dis, oui, je vais l'essayer. Je prends déjà en note des affaires que je trouve drôles. J'aimerais peut-être ça, essayer ça, voir si c'est pour moi. Okay. Fait que c'est vraiment pour ça. Là. C'était la curiosité de juste de me pousser parce que je sentais que la science, ça faisait son temps. Puis que c'était pas... Oui, j'aimais ça. Oui, j'étais bon là-dedans. Mais ça ne nourrissait pas assez. Puis j'avais bien peur de me condamner pour la vie. Dans quelque chose que je trippe pas tant que ça. Parce que c'est des années où il faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie. Puis t'es comme, si tu fais un mauvais choix, t'es comme, oh non, mon Dieu, j'ai scrappé ma vie. Puis je vais jamais travailler. Puis whatever. Fait que j'étais un peu dans ce mode-là. Fait que quand j'ai décidé de faire de l'humour à temps plein, j'ai fait un genre de semi-dépression. Là, parce que j'ai lâché l'université. Puis dans ma tête, je venais scraper ma vie. Mais en même temps, c'était tellement fort en dedans de moi. Le besoin de faire ça. Puis d'aller dans cette direction-là sans trop savoir c'était quoi. Puis où est-ce que ça allait m'amener. Que je l'ai quand même écouté. Mais le fait de lâcher le bac, j'étais comme, je viens peut-être de scraper ma vie, là. Fait que je capotais, là. Fait que, un peu en dépression, j'écrivais des jokes, puis j'allais faire des shows, puis ça me faisait du bien, mais j'avais aucune idée ce qui m'attendait, là. Fait que c'est un peu ça. Puis, est-ce que tu penses que si tu reviens au toit de Montréal, est-ce que tu penses que si tu n'aurais pas déménagé, faire tes études à Québec, tu aurais continué la musique, admettons, ici,
Est-ce que tu penses que tu aurais tenté l'humour? Est-ce que tu penses que tu aurais quand même essayé? Je pense que non. Je pense que non, parce que ça s'est fait parce que quelqu'un... J'ai pas cherché le concours. Quelqu'un m'en a parlé, qui était au courant que j'avais peut-être un intérêt pour ça. Tout s'est aligné à Québec. Là. C'était vraiment plus facile, plus simple. À Montréal, je me souviens pas d'avoir vu un concours. C'est pas vrai, il y en a eu un après ça à Sainte-Julie que j'ai fait. C'était mon 2e ou 3e show. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui était sur le concours à cause des shows. Fait que c'était un contact que je me suis fait en humour. Fait que je pense pas que... Je suis pas sûr que ça aurait été mis sur mon chemin ici. J'aurais sûrement juste continué à faire de la musique, puis peut-être arrêter d'en faire avec cette band-là, puis chercher un autre projet, puis continuer mes études, puis ces affaires-là. T'sais. Fait que je pense pas. Je pense que là, c'est vraiment le... Il y a beaucoup de gens dans le milieu de l'humour que c'est un accident de parcours, puis c'est le cas pour moi. Puis je pense pas que cet accident-là, j'aurais pu le vivre à Montréal. Il aurait fallu que je le vive. Il a fallu que j'aille à Québec pour le vivre. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que, admettons, là, tu fais ton concours d'humour avec PA, tu te lances tu commences à la radio en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Ouais. Comment ça marche tout ça? Là? Comment ça marche? Dans quel sens? T'écris des jokes, les personnes les disent à la radio. Exact. Est-ce que c'est eux qui te pitchent une idée? Est-ce qu'ils te pitchent une idée, je veux parler de tel sujet? Non, en fait, il y a la radio où j'ai travaillé. Au début, j'étais bénévole. Ils commanditaient le concours en question. Fait qu'ils étaient présents au show. Puis je les ai rencontrés, puis je leur parlais, puis ils me trouvaient juste smart, mais tu sais, j'avais 19 ans, je pense, peut-être. Puis ils me trouvaient juste gentil, puis le fun, puis fait que j'allais voir tous les shows, pas juste le soir où moi j'ai fait le concours, j'allais voir tout le temps les shows. Fait que j'étais tout le temps présent, fait que j'ai développé une relation avec eux autres. Puis quand j'ai fait mon show, après ma performance, ben ils m'ont juste dit, ça t'aimerais-tu ça, tu sais, venir écrire à la radio pour nous, juste... Je pense qu'ils m'aimaient bien, puis ils voyaient que j'étais motivé, puis ils voulaient me donner une chance. Fait qu'ils m'ont invité. J'étais bénévole au début. Là. Je me présentais à tous les matins à genre 8-9 heures, puis des fois un petit peu plus tôt. Puis je faisais juste ouvrir le journal, puis chercher des jokes, puis écrire à l'instinct. J'avais pas de technique, j'avais pas de formation. Je faisais juste faire... J'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, je pensais à ça. Puis là, j'ai disais à l'animateur qui s'appelle Robert Ross, qui a été le premier à m'encadrer, là, qui était super fin. Il est devenu prof à l'École de radio de Québec. C'est un vieux de la vieille en radio à Québec. Super gentil. Puis il m'encadrait. Puis il disait genre, hey, t'as fait ça. Hey, ça c'est drôle, ça, je vais le dire. Puis des fois, on faisait des petits sketchs. Là, genre, je pense que j'avais un personnage de stagiaire. Il s'appelait Jean-Christophe, chose de même. Puis là, ben, c'était tout le temps, mettons, j'ai pensé à ça. Puis là, t'entends toc toc toc. Là, il est comme, le stagiaire est là. Puis là, ça ouvrait la porte. Puis là, je disais quelque chose. Puis là, il faisait une joke. Puis ça refermait. Puis ça, c'était tout préenregistré. Fait que des fois, il y avait ça. Des fois, il sortait à la pause. Puis il venait me voir. Puis tu des jokes. J'ai pensé à celle-là. Puis il disait, hey, celle-là est ben trop élevée. Je peux pas faire ça à la radio. Mais ça, c'est bon. Je vais la faire. Je suis comme, OK, cool. Puis il repartait avec ça. Puis... Fait que je faisais juste me pratiquer à chercher des jokes avec l'actualité. Puis écrire. T'sais. C'était un peu ça mon but. Puis j'étais juste content de nager là-dedans. De pouvoir me pratiquer à tous les jours. Parce que je pense que tu devrais... prendre toutes les opportunités que tu peux avoir quand tu commences. Là. Tu dois dire oui à pratiquement tout, juste pour pouvoir baigner là-dedans le plus possible, apprendre le plus possible, quitte à te tromper beaucoup. C'est important d'avoir une bonne relation avec l'échec. Si tu veux apprendre beaucoup dans ce milieu-là, tu veux prendre des risques qui font que tu vas découvrir des forces de toi. Donc, je me suis juste mis dans des positions où je savais pas ce que ça allait donner, mais j'allais forcément apprendre plein d'affaires. OK. Donc, tu es à la radio, en même temps à l'université. Oui. Tu lâches l'université pour te lancer en humour, aller à l'École nationale de l'humour. Exact. C'est comment le saut, là? Tu dis tantôt, tu te sentais... tu avais peur de scraper ta vie. Je capotais, parce que j'étais rendu à... Dans le fond, j'ai lâché pendant l'automne. Ça veut dire qu'à Noël, j'avais déjà pris la décision. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier show aussi. Fait que là, après les fêtes, j'étais juste à la radio à Québec. Mes auditions de l'École de l'humour étaient peut-être au mois d'avril. Louis-José Hood venait en entrevue à la station de radio le soir. Puis moi, on m'avait dit qu'il allait venir. Fait que j'ai fait exprès. Moi, j'étais là le matin, mais j'ai fait exprès pour être à la radio, juste faire semblant de travailler dans une pièce, pendant qu'il était là. Juste pour avoir une raison de le croiser, tu sais. Fait qu'il est venu, ils m'ont présenté, j'ai jasé avec, il était super gentil. Son gérant était là aussi, si je me trompe pas.
Puis après ça, il est reparti, tout était correct. Je travaillais aussi au Capitole de Québec comme valet. OK. Le soir, dans le fond, parce que je n'étais pas payé pour faire la radio. Fait qu'il fallait gagner un peu ma vie. Le Capitole, pour les personnes qui n'ont jamais sorti de région comme moi, c'est... Capitole de Québec? Je connais pas. C'est la seule place que le monde de région connaisse à OK. Québec, je te dirais. Là, mais... Je dois pas être assez sorti, là. Ben non, c'est correct, c'est un théâtre. OK. C'est un hôtel et un théâtre quand même connu à Québec. Le Elvis Story, ça a été là. C'est le genre de super belle salle qui est vieille, qui a été rénovée un petit peu, là, mais qui a une belle prestance dans laquelle ils vont présenter une comédie musicale en souper-spectacle pendant genre 200 shows. Puis ils vont faire Elvis Story pendant 200 shows. Puis, fait que c'est très hôtel, souper-spectacle, des autobus. Puis l'hôtel est en plein milieu du Vieux-Québec. Là, fait que c'est cute aussi. Là, fait qu'il y a plein de monde qui viennent là en général. Puis moi, j'étais valet, je parquais les autos. Là. Puis à un moment donné, j'ai recroisé... Louis-José n'était pas là, mais son gérant, j'ai recroisé Benjamin Faneuf au Capitole, puis j'ai juste dit « Hey, tu te souviens-tu de moi, de la radio? » Puis il était comme « Oui! » Puis il m'a juste dit comment ça se passe finalement, tu sais. J'ai fait « Ah, ben là, je t'inscris aux auditions de l'école de l'humour, je suis bien content. » Puis il était comme « Cool, OK, ben si jamais il y a de quoi, t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas, tu sais. » Puis j'ai fait « Ah, c'est super gentil. » Puis, ou peut-être qu'il m'avait dit ça à la radio, mais peu importe. J'ai fini par juste lui dire « Hey, je veux juste ça, je t'inscris, puis je suis vraiment... merci beaucoup, tu sais, pour les petits cues que tu m'as donnés. » Puis, il a parlé avec Louis-José, puis il a dit « Écoute, Louis-José t'offre d'avoir 3 heures de coaching pour ton audition avec son metteur en scène, qui était Joseph Saint-Gelais. » Fait qu'il dit « Tu peux aller voir Joseph Saint-Gelais, puis lui, il va s'asseoir avec toi, puis vous allez regarder ton audition ensemble, puis il va te donner des idées, puis des cues, puis il va te donner un petit coaching pour t'aider avec ton audition. » Puis il n'était pas obligé de faire ça. Là. Ça n'était que de la générosité, puis que de la gentillesse de sa part. Fait que ça, c'est un geste qui a eu un impact énorme. Fait que, tout ça, je suis allé rencontrer Joseph Saint-Gelais, j'ai parlé de mon audition un petit peu, il m'a coaché, il m'a donné des petits cues, je suis allé faire mon audition, j'ai été accepté à l'école, puis là, je rentrais l'automne d'après, donc automne 2008. Fait que, donc, je suis revenu à Montréal, puis je me suis trouvé un appart avec le chanteur de mon ancien band, justement, qui était Maxime Desbiens-Tremblay, qui était Manolo dans Ramdam. C'est un comédien. Je pense que je suis trop jeune. T'es trop jeune? T'as quel âge? 24 ans. Ah ouais, t'es trop jeune pour Ramdam. T'es trop jeune pour Ramdam. Mais c'était un comédien qui jouait dans une série jeunesse très populaire. Moi, je connaissais pas non plus à l'époque, là, mais j'ai découvert quand j'ai reçu un call, on a besoin d'un bassiste, puis je suis rentré, puis ils m'ont expliqué c'était qui, puis je suis comme, OK, cool. Puis je suis devenu un ami avec le temps. Puis je suis déménagé avec lui. Fait que lui, le band marche encore. Il continue à faire le band dans lequel j'étais 2 ans auparavant. Moi, je commençais à faire l'école de l'humour. Fait qu'on avait chacun nos parcours. Puis c'est parti de là. Puis... OK. Donc, tu fais l'audition. Ouais. Comment que ça se passe, tout ça? L'École nationale de l'humour, il y a beaucoup d'humoristes qui jouent que par ça. Comment ça marche réellement? Tu t'inscris, tu fais une audition. Puis c'est quoi le cheminement à l'école? J'imagine que tu n'apprends pas les mathématiques puis la science. Non, il y a plein de cours, évidemment, mais tu t'inscris, tu fais une audition. Si tu es retenu au 2e tour. En fait, tu choisis le programme auteur ou humoriste. Moi, j'ai fait humoriste. Il y a des cours communs, mais les auteurs, ils ont d'autres cours, puis les humoristes, ils ont d'autres cours plus spécifiques. Après ça, tu fais ton audition. S'ils te retiennent, tu fais une 2e ronde d'audition avec une petite sélection de gens. Après ça, ils coupent ça à genre 14, entre 10 et 14, je pense. Fait que peut-être, genre, ils ont peut-être 100, 200 auditions. Ils en prennent 30 là-dedans. Ils font une 2e ronde. Puis après ça, ils en prennent entre 10 et 14 à peu près. Je sais plus c'est comment maintenant, mais c'était comme ça à l'époque. Là, ça fait quand même 15 ans. Donc, ça a été ça. J'ai fait ça. Puis l'audition, c'est plein d'ateliers. Il y en a que ça va être écrivez des jokes d'actualité. Vous avez une demi-heure. Faites de l'impro, faites telle affaire, faites un numéro. C'est juste pour te voir dans divers contextes. Puis là, quand tu rentres à l'école, tu as plusieurs cours. Tu as des cours d'écriture, qui sont l'écriture de base, comment apprendre la structure d'une blague, ces trucs-là. Tu as aussi un cours de présentation de numéros. Fait que là, tu écris un numéro à chaque semaine, tu écris un nouveau numéro, puis tu dois le présenter devant toute la classe, à chaque vendredi. Fait que si jamais tu entends des humoristes parler des vendredis, là, les vendredis, c'est le moment où tu présentes ton numéro devant les autres personnes de ton groupe, que tu as travaillé toute la semaine. On avait des cours de clown, pour explorer un peu plus, des cours de mouvement, des cours de chant, des cours de politique, de politique très sommaire, là, mais c'était pour un peu nous montrer un petit peu comment faire de l'humour politique d'actualité.
il y avait un cours de médias sociaux pour faire des affaires sur Internet. Puis tu avais un metteur en scène différent à chaque session. Puis à chaque fin de session, il y a un spectacle devant public. Fait que tu choisissais ton meilleur numéro. Puis là, tu le retravaillais encore pendant le restant de la session. Puis tu faisais un show devant public. OK. Fait que tu fais ça session 1, 2, 3. Puis après ça, à la 4e session, là, tu pars en tournée avec toute la cohorte. C'est le show définissant l'école de l'humour. Puis là, tu fais la tournée du Québec. La tournée est moins grosse maintenant, mais à l'époque, on avait fait 65 shows, je pense. Ce qui était quand même une grosse tournée. À cette heure, il y en a, je pense qu'ils en font peut-être une trentaine des fois. Là. Ça dépend. Okay. Je pense que ça varie. Là. Fait que c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le même parcours si tu aurais échoué les auditions? Est-ce que tu aurais persévéré puis continué? Probablement, parce que avant de rentrer à l'école, moi, je jouais déjà dans les bars. Aussitôt que j'ai commencé à faire mes shows, là, j'ai commencé à chercher toutes les opportunités de jouer. Fait que je me suis parti une soirée d'humour à Québec. J'en ai fait 3. J'ai invité du monde. Fait que là, j'ai rencontré des humoristes comme ça qui sont devenus des amis, qui eux m'invitaient sur leur soirée. Après ça, je venais à Montréal, puis j'essayais dans tous les petits bars, je faisais des shows. Fait que j'étais déjà actif. Puis quand je suis rentré à l'école, je suis resté actif. Fait que je faisais beaucoup de shows à l'extérieur, dans les bars le soir, puis le jour, je faisais l'école de l'humour. Fait que quand j'ai fini l'école, j'avais déjà plein de contacts. Je travaillais déjà dans le milieu comme humoriste. Fait que ça a été plus rapide pour moi de gagner ma vie, en fait. Là. Puis j'ai commencé à écrire aussi pour d'autres en sortant de l'école. Fait que j'ai combiné les deux, puis j'ai lâché ma job, je te dirais 8 mois en sortant de l'école. OK. J'ai fait En route vers mon premier gala, qui était une émission, un concours d'humour assez populaire à cette époque-là, la même année que je suis sorti, dans le fond. Puis j'ai fait mon premier gala cette année-là, puis j'écrivais sur le one-man show de Maxime Martin en même temps que je faisais ça. Fait que ça a été pas mal tout en même temps. Là, que ma première année, j'ai fait OK, parfait, j'ai des opportunités, je travaille, il faut juste que je sois focus puis je sois sérieux. Fait que ça a été pas mal ça. OK. Qu'est-ce que l'école t'a permis de développer que tu n'aurais probablement pas appris tout seul? Ou... Je le sais pas, parce que c'est difficile à dire. Tu peux tout apprendre seul si t'es assez curieux puis tu poses assez de questions. Il y en a plein qui sont autodidactes dans le milieu puis qui sont excellents puis qui ont des super belles carrières. Fait que l'humour, c'est pas... l'école de l'humour, c'est pas un passage obligé. Ça a ses avantages qui sont que tu baignes là-dedans pendant 2 ans. Tu ne fais que penser à ça à tous les jours. Tu es entouré de gens passionnés comme toi qui pensent juste à ça, qui parlent juste de ça. Fait que tu peux apprendre beaucoup et tu côtoies à cause de l'école des gens qui sont actifs dans le milieu, qui ont déjà des carrières, qui ont fait un paquet de trucs, qui ont plein d'expérience, puis tu peux parler avec eux autres puis apprendre beaucoup sur ton métier. Moi, je donnais des lifts à mon prof d'écriture pratiquement tous les soirs. Je le ramenais chez eux en char, je donnais un lift. Puis j'apprenais, dans ces 15 minutes de char-là, j'apprenais tellement d'affaires que j'apprenais pas à l'école. Parce qu'on jasait, puis il me donnait plein de cues que j'ai appris énormément dans cette ride de char-là. Là. Genre pendant toute l'année. Là. C'est fou. Fait que tu sais, de juste pouvoir côtoyer quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un que si j'avais commencé sans faire l'école, je sais pas si je l'aurais côtoyé, je l'aurais rencontré, j'aurais-tu été chum avec, je sais pas. Là, j'avais une proximité naturelle à cause de ça. Fait que le fait de baigner là-dedans puis de côtoyer du monde, ça aide beaucoup à apprendre. Là, OK. On t'a vu souvent parler dans tes shows de la santé mentale. Ouais, j'imagine, je sais pas. T'abordes bien le sujet comme ta thérapeute. Oui, j'en parle. Ben oui, j'en parle dans le fond. Oui, ben oui. C'est juste que c'est pas aussi conscient. C'est juste pour ça que j'ai réagi de même. Là. Je fais juste parler de ce qui m'intéresse, mais oui, j'imagine que oui. On t'a vu parler justement de ta thérapeute. Est-ce que tu penses que le fait de consulter, ça t'a permis de débloquer une limite plus haute au niveau de tes blagues? Est-ce que ça t'a permis de... Ah, 100%. 100%, ça m'a... c'est sûr et certain. Ton humour évolue en même temps que toi, je trouve. Humainement, je pense que c'est interrelié, là. Les bugs que tu as sur la scène, c'est souvent des bugs que tu as dans la vraie vie aussi, des petits blocages, d'avoir la peur du ridicule, un paquet de petites affaires que sur scène, ça te freine puis ça fait que tu connectes pas avec les gens. Ben, dans ta vie de tous les jours, c'est sûrement relié à quelque chose. Là. Fait que des fois, tu règles de quoi dans ta vie, puis sur scène, ça règle de quoi. Des fois, sur scène, tu pratiques un aspect que tu aimerais avoir dans la vraie vie que tu n'as pas. Puis ça le règle de quoi dans ta vraie vie parce que tu prends confiance là-dedans puis tu l'appliques dans ta vie. T'sais. Puis tu vas voir ça dans des humoristes qui commencent souvent, avant d'être eux-mêmes puis authentiques, ils vont souvent aborder la posture de un peu la personne qui aimerait projeter.
qui aimeraient ça que tu penses qu'ils sont, en fait. Puis ça, c'est souvent juste des complexes, là. Tous les complexes qu'ils ont, ils arrivent sur scène, puis leur personnage, c'est genre le gars qui est super insécure, il arrive sur scène, il est super arrogant, super confiant, puis il joue ça parce que c'est ça qu'il aimerait projeter, tu sais. Puis éventuellement, ben, tu prends confiance là-dedans, tu l'as un peu moins, tu prends confiance dans la vie, puis tout ça, ça change, puis là, tu deviens la version de toi authentique. Mais avant de te rendre là, il y a tout ça. Fait que moi, je suis 100% convaincu que consulter, en général, de toute façon, c'est super bon, juste parce que t'aimes ça comprendre le monde, ben, tu devrais apprendre à te comprendre toi. Là, toi, t'es quoi dans ce monde-là, puis c'est tellement intéressant, je trouve. Tu fais des entretiens pour ton char, fais un entretien de ta tête tout le temps, là. Il y a quelque chose de le fun là-dedans, de pouvoir caler ta propre bullshit à toi aussi, de pouvoir faire comme « Hey, ma gueule, j'ai pas raison là-dessus », puis « Ah ouais... Parce que tu vas vivre tellement d'échecs en humour, tellement de non, tellement de jokes qui marchent pas avant d'en trouver qui marchent, que t'as besoin de gérer ça, puis de traiter ces moments-là de la façon la plus intelligente possible pour que ce soit productif puis éducatif au final, que tu apprennes quelque chose de ça. Mais si t'es trop orgueilleux puis que il y a quelque chose qui marche pas, puis tu fais « Ah, c'est le public, il était poche », puis tu repars, puis tu changes rien, ben t'as pas amélioré ce que tu fais, tu sais pas poser les bonnes questions, ton numéro est pas meilleur, t'as juste tassé le blanc. Mais ça, c'est un trait que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, tu sais, de pas penser à genre « Qu'est-ce que moi je peux faire, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct », parce que t'es orgueilleux, fait que tu pourrais le régler en thérapie de base. Puis si tu l'as réglé là, ben tu l'auras pas sur scène non plus. Ton réflexe, ça va être comme « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que je pourrais améliorer ». Fait que ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais je suis convaincu que consulter, ça peut te rendre un meilleur humoriste. Un autre sujet que j'aimerais bien aborder, c'est justement le podcast. Tu es un animateur de podcast en même temps d'être un humoriste. Comment c'est arrivé dans ton chemin? Tu es un des pionniers, si on peut dire, des podcasts québécois. Tu as commencé dans les alentours de 2016, si je me trompe pas. Exact, octobre 2016, ouais. Ouais, ben j'étais un des premiers avec Jer Alain puis Mike Ward. Mike Ward était évidemment le premier. Ouais. Ben, il y avait plein de podcasts avant, là, c'est juste que c'était des podcasts de techno, puis on savait juste tout pas que ça existait. Là. Mais en humour, Mike était le premier. Après ça, il y avait 3 bières aussi à l'époque. Pierre-Luc Racine, Gabriel Caron, puis Yannick... Yannick quoi? Je me rappelle plus c'est quoi ça. Belzile, hein? Ouais, merci. Yannick Belzile. Il y avait ça, il y avait Jer, il y avait moi. Puis, ben, c'est arrivé parce que je me retrouvais dans des positions où je me trouvais pas bon en entrevue parce que j'avais jamais l'occasion de me pratiquer. Moi, j'avais peur de l'échec, j'avais peur de dire une niaiserie, de m'enfarger, de pas être bon. Puis, ça faisait que je pouvais pas me pratiquer nulle part parce que l'entrevue radio, elle durait 2 minutes, j'en avais une par année ou 2. Même chose de l'entrevue télé. Fait que j'étais comme, mais il va falloir que je me pratique à m'amener à parler à un micro longtemps, comme ça. Si je parle longtemps, je pourrais pas calculer ce que je dis tout le temps. J'aurais pas le choix d'apprendre à lâcher prise, faire confiance à mon naturel, puis juste vivre avec les erreurs, puis pas essayer de tout calculer puis tout contrôler. T'sais. Ce qui est un de mes problèmes. Ce que j'avais sur scène aussi. Là. J'avais de la misère à connecter avec le monde parce que je calculais chacun de mes mots, puis je faisais juste ma blague comme elle était, puis j'oubliais toute la dimension humaine de tout ça. Donc, je me suis parti un podcast pour me pratiquer à ça. Juste me pratiquer à devoir parler longtemps dans un micro sans calculer tout, apprendre à lâcher prise, puis devenir de plus en plus naturel pour être meilleur en entrevue. Puis c'est exactement ça que ça a fait, en fait. Là, c'est que après ça, quand je faisais plus d'entrevues où j'ai eu des jobs à télé qui étaient plus grosses, ben je venais de faire plein d'heures de vol à juste jaser. Fait que j'étais déjà meilleur à l'écran puis en entrevue à cause de ça. T'sais. Fait que c'était juste dans l'esprit de tu vas sur scène pour roder des jokes puis travailler puis devenir meilleur humoriste. Puis je me suis parti à un podcast pour être un meilleur communicateur puis un meilleur animateur puis un meilleur en entrevue puis toutes ces patentes-là. Là. Est-ce que tu avais un concept derrière? Est-ce que tu voulais recevoir au début qu'une catégorie de personnes ou tu étais vraiment ouvert à tout? Tu voulais juste découvrir? Exact. Le carré de sable, c'était ça. Le but, c'était faire des expériences, m'amuser puis juste apprendre des affaires. T'sais. Puis le carré de sable, ben, c'était pour ça. Fait que je recevais... Mais c'était ultimement... Ma démarche au début, c'est que les seuls podcasts qui existaient, tout le monde était dans la performance. Fait que je voyais tous mes amis que je côtoie, avec qui je fais des shows, que je connais dans la vie, qui sont des êtres incroyables, être tout le temps juste présentés comme... sont en mode funny, ils punchent puis ils font des jokes. J'étais comme, ouais, mais cette personne-là est extraordinaire pour bien plus que juste des jokes, là. Elle est fun à jaser, c'est un bel humain, puis il n'y a aucun endroit qui
qui permettait de mettre ça en valeur puis de montrer ces gens-là comme ils sont puis de les rendre aussi attachants que moi, je suis attaché à eux. Donc, c'est ça que j'essayais de créer. Fait que moi, c'était jamais de puncher. Je voulais juste montrer la personne derrière l'humoriste qui est super bon puis qu'on voit juste puncher tout le temps pour que les gens apprennent à connaître encore plus ces gens-là que moi j'aimais, que j'aime encore. Là. Mais fait que c'était ça l'objectif, en fait. Puis c'est pour ça que j'ai parti. Est-ce que tu penses que le podcast, justement, tu dis que ça t'a aidé pour tes entrevues, la télé, mais qu'est-ce que ça t'a apporté pour la scène? J'imagine que ça t'a permis d'être capable de mieux improviser, de mieux sauter en cas d'imprévu ou autre. Oui, ça m'a donné une confiance, mais en même temps, l'impro sur scène, j'ai pas commencé à en faire avant il y a peut-être 2 ans. OK. Tu vois, il y a des clips de crowdwork là, que je mets sur Internet. Puis ça, c'est des animations que je fais au bordel. Mais moi, j'ai refusé pendant 1 an d'animer au bordel. Là. Je voulais pas... parce que j'avais jamais fait de crowdwork puis d'impro avec le public. Moi, j'étais un gars de texte. J'écris des jokes, je fais des numéros. Puis c'est ça. Mais là, je voulais me mettre en danger. J'avais besoin de me challenger. Fait que j'ai accepté. J'ai commencé à le faire. Puis finalement, j'ai adoré ça. Puis j'essaie de... J'en fais pas du tout dans mon show, en fait. J'en fais juste quand j'anime. Mais c'est un muscle qui est le fun à faire. Dans mon show est écrit, puis je pars mon show, puis il n'y a pas de crowdwork. Fait que... Il y a ça. Puis sinon... ça m'a rendu plus naturel un peu là-dessus. Puis je pense que oui. Oh, oui. Je pense que ça m'a aidé sur la scène d'une certaine façon, là. Est-ce que tu penses qu'être un bon animateur de podcast te permet d'être un bon humoriste plus complet? Je le sais pas. Peut-être. C'est difficile à dire. J'ai pas le même objectif quand j'anime en podcast. Quand j'anime, j'essaie de mettre quelqu'un d'autre en valeur. J'essaie d'être à l'écoute, d'aller chercher, de capturer un moment qui est intéressant, mais d'être super présent. Fait que peut-être que ça m'a aidé à travailler, genre le fait d'être présent puis d'être groundé. Ce que sur scène, j'ai besoin d'être là, pour que ce soit bon. Là. Fait que ça m'a sûrement aidé avec ça. Ouais. Plus de 300 épisodes en tout avec ce podcast-là. En parallèle, tu avais starté aussi un autre podcast. Oui. Je me souviens plus du nom. C'est-tu selon une étude? Peut-être. Ou Curieux Rivard? Curieux Rivard. Ouais, OK. J'en ai fait plus qu'un, c'est pour ça. OK. Ouais. Comment celui-là est apparu, là? Ben, Curieux Rivard, c'est qu'à un moment donné, je recevais des amis humoristes, je recevais des gens du milieu, mais moi, j'étais intéressé par plein d'affaires, puis j'avais envie de faire une série de podcasts à l'intérieur du Carré de Sable dans laquelle je recevais des experts dans un domaine. Parce que quand j'ai rencontre dans la vraie vie, ces gens-là, que je jase avec n'importe qui, puis qui fait hey, « moi, je suis opérateur de sonore de sous-marin », puis je fais « c'est donc ben nice ». Fait que je jase avec pendant 1 heure, je pose plein de questions. Mais j'étais comme « mais ça, je fais ça naturellement, fait qu'est-ce que je pourrais faire ça à l'écran, puis faire profiter le public des connaissances de cette personne-là sur un sujet, sur un domaine, puis approfondir mes connaissances à moi. » Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à juste chercher. Hey, j'ai jamais jasé avec un thanatologue. Fait que là, j'ai découvert un thanatologue à Bécomo qui s'appelle Daniel. C'est pas Thibodeau peut-être. C'est Thibodeau? C'est ça? Daniel Thibodeau. Je trouve ça cool que tu le saches. OK. Julien Chudiac, qui était à la technique. Mais ce gars-là, je le connaissais pas, puis on a fait une entrevue, puis c'était super touchant, il était vraiment intéressant, j'ai appris plein d'affaires, puis j'ai adoré ça, puis fait que je voulais juste pouvoir, en fait, partager ce qui, moi, m'intéresse. Mon but étant que si moi, ça m'intéresse vraiment, je vais sûrement aller rejoindre des gens que ça intéresse aussi, avec qui j'ai des atomes crochus, qui fait que je vais grossir ultimement ma base de fans, parce que ils vont faire comme « Hey, je l'aime bien, lui, je l'ai découvert avec les podcasts, on aime les mêmes affaires, il parle de métal, il parle de science, il reçoit des humoristes, c'est le fun, j'aime sa vibe. » Puis je savais pas qu'il faisait du stand-up, fait que je vais aller le voir en stand-up. Puis « Ah, OK, il est bon là-dedans. » Puis c'était vraiment ça qui revenait, en fait. Plein de gens qui me découvraient à travers le podcast, puis qui savaient... Il y en a qui savaient même pas que je faisais du stand-up. Ils le découvraient en venant à mon show, parce qu'ils sont comme « Ah, ouais, ils achètent un billet, ils venaient. » Puis ils me disaient « Ouais, mais je savais pas que tu faisais du stand-up. » Je suis comme « Mais c'est ça que je fais. » Genre, à la base, là, c'est ce que je fais le plus, mais les gens ne le savent pas parce qu'ils arrivent du podcast. T'sais. Fait que c'était une façon pour moi de plus d'aller chercher des gens. Là, est-ce que tu penses que le podcast s'est rendu un outil essentiel pour le monde de l'humour? Là? On voit qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se startent des podcasts. Ouais. Joe Cormier. Tout le monde. Ouais. Tout le monde se starte des podcasts. Est-ce que tu penses que c'est un outil essentiel? Essentiel, je sais pas si c'est essentiel, mais c'est un excellent outil. Là.
Pour plein de raisons, en fait. Juste parce que ça te permet de faire du contenu sur Internet. C'est un peu ça là, aussi. Il faut que tu restes tout le temps actif. Puis sur Internet, ben, tu peux poster plein d'affaires. Il y en a qui font des sketchs, il y en a qui mettent des clips de stand-up, il y en a qui mettent des clips de crowdwork. Moi, je m'en tiens pas mal aux clips de stand-up et de crowdwork parce que j'ai pris la décision consciente il y a quelques années que c'est ça que j'allais pousser parce que je me faisais beaucoup de podcasts puis je poussais jamais mon côté comique. Fait que je vendais pas le fait que je suis drôle alors que c'est ce que je fais à l'année longue. Fait que j'étais comme, ouais, là, il y a un problème là-dedans. Fait que j'ai commencé à shifter vers ça. Mais un podcast, c'est une façon de créer des clips aussi, d'avoir des moments, puis de vendre t'es qui, ta vibe, puis tu prends les meilleurs moments, puis c'est des petits punchs, puis ça se partage, puis c'est le fun. Fait que je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est un excellent outil. Puis tu peux aussi créer, explorer des concepts que la télévision prendrait jamais. Parce que la télévision prend de moins en moins de concepts et ils n'ont pas un niveau d'originalité extrême, mettons. Ils ne sont pas reconnus pour prendre des risques. Sur le web, tu peux prendre des risques, puis avec la facilité de faire des podcasts, on peut prendre des risques de plus en plus facilement, puis aller rejoindre les gens. Puis, tu sais, essentiellement, là, ça peut être une émission de radio si on veut. Là. C'est essentiellement ça que c'est. Là. C'est juste qu'il faut que ça. Alors, ça, il y a du marketing qui rentre en jeu, puis il faut que tu rejoignes les gens, puis que tu te bâtisses une base de fans qui veulent écouter ça. Mais c'est ultimement ça que c'est. Fait que ça te permet d'avoir un lien direct avec les gens sans être obligé de passer par la machine mainstream puis d'avoir une job à radio ou une job à télé. Fait que t'attends pas après eux autres, tu fais tes affaires, tu builds ton monde, puis peut-être que tu vas en faire de temps en temps, mais au moins, tu auras toujours ton contact direct avec les gens. Est-ce que tu... En même temps, des petits conseils pour des personnes qui veulent se lancer en podcast, là. Toi qui en as fait déjà beaucoup, est-ce que aujourd'hui, pour se lancer en podcast, il faut absolument un concept fort? Je pense pas, non. Pour se lancer, non. Pour avoir un podcast qui fonctionne, peut-être. Puis même là, je sais pas, honnêtement. Je pense qu'il faut juste le faire. Il faut juste pas avoir peur de... Tu sais, l'algorithme est fait d'une façon à ce que ce qui est pas bon puis que le monde n'est pas intéressé à voir va finir par disparaître. Puis ce qui est bon puis qui pogne, qui a de l'attraction, va être mis dans la face du monde. Fait que t'as aucune raison de pas prendre de risques puis de pas juste essayer des affaires puis d'en faire. Puis concept fort, ça peut aider, mais c'est pas grave. Là, l'important, c'est juste pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu veux aller chercher là-dedans. Si tu fais un podcast puis personne ne l'écoute vraiment, mais que ça t'améliore au bout dans ta façon d'interviewer puis ta façon de jaser avec du monde puis t'apprends plein d'affaires, ben c'est une victoire, ça. Là. C'est juste pas... L'objectif était pas de dominer le monde du podcast, c'était de t'améliorer dans un aspect que tu avais de la difficulté à t'améliorer. Ben là, tu as comme une occasion de le faire. Fait que, dépendant de ton objectif, là, tu devrais en faire. Faites des podcasts. Là. Parfait. Comment sortir du lot? On voit qu'il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent. J'ai parlé avec Michel Grenier, moi, il n'y a pas trop longtemps, comme il me disait, si tu réussis à passer 5 épisodes, c'est déjà un exploit. Là. Ouais. Je me souviens plus de la statistique. Ah, tu fais partie du 2 ou 3%, j'imagine. Très peu de personnes passent la barre des 5 épisodes. Exact. Mais il y en a de plus en plus. Comment on fait pour sortir du lot? Je sais pas, tu mets ton cœur là-dedans, tu travailles fort, tu essaies d'apprendre, tu regardes ce que les autres font, tu essaies de regarder c'est quoi tes erreurs, tu cherches tout le temps à t'améliorer, puis éventuellement, si ça a à sortir du lot, ça va le faire. Là, il y a plusieurs façons de sortir du lot. Ça peut être ton concept, mais ça peut être les invités que tu reçois, ça peut être le ton du podcast, ça peut être... Il y a plein de façons. Là. Mais c'est juste d'être fidèle à toi-même et faire ce que tu veux vraiment faire. Là. De pas essayer d'être quelque chose, juste sois toi. Puis si ça a marché, ça va fonctionner, mais au moins, tu auras été ce que tu veux être. Tu n'auras pas essayé de faire semblant de faire de la radio ou jouer à l'animateur ou jouer à ça. You be you, là, puis regarde ce que ça donne, puis apprends de ça, puis corrige le tir, puis rien de grave, ultimement. Là. C'est un long voyage. Là. C'est quoi l'erreur la plus... Je sais pas si tu consommes beaucoup de podcasts ou si tu en as déjà consommé énormément ou... J'en consomme, mais pas au Québec, vraiment. J'en consomme plus aux États-Unis et en Angleterre. Là. C'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois? Dans les podcasts? Ouais. L'overlapping, un intervieweur qui a de la difficulté à accepter que c'est pas lui le focus du show, qui essaye de shiner, qui met pas toute l'emphase sur son invité. Fait que des fois, il va le couper
dans le fond, qui écoute pas assez bien pour reconnaître qu'en ce moment, la personne est en train de donner une réponse super intéressante, puis de la laisser aller, puis qui va essayer de rentrer dans sa réponse pour dire de quoi faire un commentaire. Puis ça scrape. En tant qu'auditeur, t'es comme ta gueule, genre. Moi, j'aurais pas... Il était parti, là. C'est vraiment cool ce qu'il disait. Tu l'as comme interrompu pour aller ailleurs ou juste pour faire une joke qui était pas nécessaire. C'est pas savoir... Des fois, il y a des moments où il faut pas que tu punches, là. T'as une super bonne joke en tête, puis ça, je l'ai appris en faisant une émission à Radio-Canada, entrée principale, là, qui était un show live devant un public en fin d'après-midi. Puis j'avais des bons gags, mais faut juste t'apprendre à read the room puis faire « Ah, je vais la laisser passer parce que... » Genre, c'est plus important ce qui se dit là que le fait que moi je shine puis que je punch en ce moment. Fait que je fais comme, OK, on va la laisser aller. Puis, fait que d'avoir cette espèce de souci-là de qu'est-ce qui sert le show plutôt que d'aller servir tes intérêts puis de manger la poque, là. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, en fait. OK. Ouais. On va retourner un petit peu côté de la scène. Avec des petites questions fun. C'est quoi ton meilleur moment ou ton pire moment gênant sur scène? Mon meilleur moment gênant ou mon pire moment gênant sur scène? Je sais pas, honnêtement. Le plus gênant. Ou ça peut être ton pire moment ou... Ouais, c'est juste que c'est des affaires que je vis puis j'oublie vite. Peut-être... ouais, ça pourrait être intéressant. J'ai fait mon premier spectacle corporatif. C'est pas mon premier, en fait, là, mais... C'était mon premier 1 heure en show corporatif. J'ai été appelé last minute parce que Nive avait oublié qu'il y avait un show pour une compagnie à Montréal. Et on va passer à la POC vite. J'avais à peine 1 heure. Il fallait que je mette toutes les jokes que j'avais, tous les numéros, même ceux qui ne fitent pas vraiment dans un show corpo. Fallait que j'y mette pour pouvoir remplir ça. Puis j'avais cruellement besoin de l'argent. Fait que j'étais super motivé à faire ça, mais j'étais comme... J'arrive là-bas, ils ont passé la journée en formation, ils sont là depuis 9h le matin, il est rendu 9h le soir. Et je commence à faire le show, puis j'ai pas d'expérience, fait que là, ça va pas, là, ils m'écoutent pas pantoute, puis je trouve ça difficile. Puis c'est le premier show que j'ai sué, là. Il restait... Puis pendant le show, maintenant, ils ont parti le dance floor dans la salle à côté, fait que la musique boomait, et les gens se levaient pendant mon heure, puis s'en allaient de l'autre bord. Puis il me restait à la fin 20 personnes peut-être, qui eux autres sont restés jusqu'à la fin puis ont été smart. Puis je capotais, là, parce que j'étais comme, faut que je fasse mon temps au complet parce que j'ai besoin de la paye, mais je le vois bien que ça marche pas, puis j'ai pas d'outils, puis j'ai pas plus de jokes, puis j'ai pas d'options pour essayer des affaires, puis le crowdwork, c'est pas quelque chose qui était vraiment présent ou une option, là, comme aujourd'hui, c'est rendu très fréquent, là, de juste jaser puis d'interagir avec le monde, mais on faisait pas vraiment ça à ce moment-là. Fait que, ouais, c'est le seul show que je me souviens d'avoir sué ma vie, là, sur scène, là, je capotais, là. Ouais. Est-ce qu'on apprend des shows comme ça? Toujours. J'imagine qu'on apprend de toutes les shows de toute façon. Ouais. Comme tu dis, c'est un long parcours, puis on apprend de nos échecs puis de nos réussites. Mais t'apprends plus de ces shows-là. C'est ça aussi qui est avec le milieu de l'humour, t'apprends plus de tes échecs que de tes réussites. C'est plus là qu'il y a des questions à se poser, des leçons à tirer, des trucs à ajuster... quand ça va bien, c'est le fun que ça aille bien. C'est le fun pour l'ego, ça fait du bien, c'est rassurant, mais t'apprends pas grand-chose. Quand ça va mal, là, t'es comme, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je peux corriger? Puis, fait que t'apprends plus quand ça va mal que quand ça va bien, en fait. Là. Le show où tu t'es dit... Est-ce qu'il y a un show où tu t'es dit que c'est absolument pour ça que tu veux faire ce métier-là, là? Je sais pas si c'est clair. Oh, oui, je comprends ce que tu veux dire. S'il y a un show que je me suis dit, c'est pour ça, ben le premier, en fait. Le premier. Parce que la première fois que t'es seul sur scène, puis que tu dis une joke que t'as réfléchi, qui vient de toi, puis que t'as une foule au complet devant toi qui rit, tu reçois ça, là. Tu reçois une foule qui rit ou qui applaudit à ta joke. C'est un feeling qui est indescriptible, là. Quand t'as jamais vécu ça ou t'as jamais... provoquer quelque chose comme ça, puis t'es sur scène, puis tu le reçois, c'est tellement le fun, puis apaisant, puis cool de pouvoir créer ça, provoquer ça, que tu deviens accro, là. Fait que le premier show, ça a été ça. Puis après ça, ben, c'est une succession de petites victoires, là. Ton premier gala juste pour rire, t'écoutais ça quand t'étais petit, les galas, puis là, ben, t'as le gros bonhomme vert, puis c'est Laurent Paquin qui dit « Hey, accueillez-le », tu sais, puis tu rentres là, puis t'es un kid, puis tu fais tes jokes, puis
ça va bien. T'es comme, oh mon Dieu, tu sais, tout est nouveau. Là. Mais le premier, il n'y a rien qui bat, je pense, le premier rire qui fait que tu fais, oh mon Dieu, je vais devenir obsédé par ça, puis je vais faire ça pour le restant de mes jours. Là. Comment tu te sens avant de monter sur scène pour la première fois? Pour la première fois? Ben, en même temps, ton premier vrai show, comment tu t'es senti avant de monter sur scène? Ah, je capotais. Je capotais bien raide. Je paniquais parce que je savais aucune idée de ce que je faisais. D'ailleurs, il y avait un pied de micro puis un spot d'éclairage qui éclairait juste ça. Puis moi, au lieu de prendre le micro puis de rester dans l'éclairage puis de jaser, j'ai pris le micro, j'ai laissé le pied dans la lumière puis je suis sorti dans le noir. Puis j'ai fait mes jokes dans le noir. Fait que personne m'a vu là, dans mon concours. Là. Il voyait tout juste un pied de micro éclairé puis il entendait des jokes. Fait qu'il le savait pas. Là. J'étais comme... Puis je regardais à terre puis je faisais mes 8 jokes puis... J'avais aucune technique, je savais pas du tout là, l'éclairage, puis tenir un micro, puis tout ça. T'sais. Puis je paniquais parce que le gars contre qui j'étais, c'était un concours. Son nom, je vais toujours m'en rappeler, il s'appelait Martin Céleste. Il est arrivé avec un long trench coat à la matrice, là, un long trench coat noir, des cheveux longs. Il est arrivé avec son micro-casque puis son équipe de tournage. Parce qu'il venait tourner un démo puis tout ça pour quelque chose. Et moi, je l'ai vu arriver avec sa confiance puis son équipe puis son micro-casque puis je paniquais. J'étais comme, Chris, fallait amener son micro, man. Je savais pas, là. T'sais. Finalement, ça n'a pas rapport. Avec le recul, c'est lui qui avait juste vraiment pas rapport. Puis finalement, il s'est planté royalement puis il a fait 20 minutes. Il a oublié son texte. Il est descendu de scène pendant le show pour aller chercher son texte. Il est revenu sur scène puis c'était un shit show. Mais quand je l'ai vu arriver, j'étais intimidé, là, parce que j'étais comme, OK, je vais me faire péter. Là. Puis finalement, j'ai gagné. Mais... Est-ce que tu préférais faire uniquement des podcasts ou uniquement de la scène? Là? En même temps qu'on te laisse le... Ah, c'est uniquement de la scène. Fois 1000. Oh, oui, il n'y a rien qui bat la scène. Là. Les podcasts, j'en fais parce que... Mais c'est parce que j'aime ça, puis c'est le fun, ça m'intéresse de partager des trucs avec le monde. Mais c'est la scène. Là. La scène, il n'y a rien qui bat ça, là, parce que là, c'est la version la plus satisfaisante de connecter avec les gens, puis ils sont dans ta face. Tu peux dire des affaires qui te viennent du cœur, eux autres, ils rient. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il n'y a pas juste des rires, il y a aussi genre, hey, on se sent de la même façon par rapport à un sujet, c'est cool, c'est le fun, puis il y a une bulle, puis il y a une énergie, puis t'es tiens pendant 1h30, puis il y a quelque chose de beau dans cette bulle-là, tu sais. Fait la scène fois 1000. Parce que je vois de plus en plus de podcasts, justement, se tourner vers la scène aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui se produisent sur scène comme Couple Ouvert, Mike Ward avec... Ouais. Mais tu parles de faire du stand-up ou de faire des podcasts devant public? Podcast devant public. Ah, OK. Fait que ta question, c'est est-ce que je préfère... Est-ce que tu préfères faire des podcasts ici comme en studio? OK. Ou tu préfères faire des podcasts devant public, là? Ah, OK, ça part pas avec le stand-up. OK. Ça dépend, en fait. Ça dépend du sujet. Devant public, c'est le fun, c'est juste que c'est un show. Nos réflexes d'humoriste embarquent, fait que là, on est en mode performance, faire rire le monde. Ça devient un spectacle un petit peu plus. T'as pas accès à la même profondeur, puis... tu sais, t'as toujours accès à... Ça demeure un humain qui est en face de toi, puis si tu le mets dans un contexte différent, t'auras pas la même chose de cette personne-là. Fait que si tu mets dans un endroit qui est fermé, qui est confortable, puis en intimité, ben là, il y a une relation de confiance, puis il va peut-être s'ouvrir plus, mais il s'ouvrira jamais autant s'il est sur scène devant un public. Là. Il va chercher à donner un show, puis ça va être le fun. C'est le fun à faire aussi, c'est juste un autre type de discussion. T'sais. C'est juste des discussions différentes, en fait. Là. Est-ce que tu préfères le public de bar ou de grande salle? J'imagine que l'ambiance est différente. Ouais, l'ambiance est différente, ça dépend. C'est plus des catégories qui sont nécessairement aussi strictes qu'avant. Là. C'est genre... il y a des bars incroyables, puis il y a des bars de marde, puis il y a des salles de marde, puis il y a des salles incroyables. Fait que c'est pas... c'est le même monde. Là. C'est juste qu'ils sont dans un bar ou dans une salle. Fait que je préfère le public de petite salle. Parce que petite salle, il y a l'intimité qu'il y a dans le bar, je trouve. La proximité, ce qui est le fun du bar. Mais tu as des conditions un peu plus de salle qui font que les gens n'ont pas tendance à essayer de crier des affaires puis avoir trop bu, puis sont vraiment juste venus voir un show. Puis toi, tu as l'occasion de vraiment présenter ton show comme il est conçu, là, comme il a été écrit, puis tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est l'hybride parfait. Là. La petite salle, c'est le meilleur endroit pour faire des shows, je trouve. Est-ce que c'est plus facile d'interagir avec le public dans les petites salles? Oui. Ou justement dans les bars? Ah, dans les bars, petite salle ou bar,
les deux, mais ça dépend des soirs. Il y a des soirs où le monde ne veut pas interagir. Puis, comme je te disais, dans mon show à moi, j'en fais pas vraiment de crowdwork. Là. J'en fais à peine. Si quelqu'un dit de quoi, je vais réagir, mais ils sentent que genre on est parti, là, puis que je fais le show, puis c'est le fun, puis ils n'ont pas besoin d'intervenir. Là, t'sais. Fait que c'est une petite salle ou bar. Les interactions sont juste pas les mêmes nécessairement. Les gens sont un petit peu plus gênés dans les salles. Généralement, il y a un décorum qui fait qu'ils veulent pas déranger. Ils sont venus comme voir un show puis sont conscients de ça. Dans le bar, ils sont venus prendre une bière puis il y a un show. Tu sais, des fois, c'est ça aussi. Là. Ça les prédispose différemment. Là. Fait que, ouais, pas mal ça. Là. Le conseil le plus bizarre qu'on t'a donné quand t'as débuté l'humour? Le plus bizarre? Le plus weird, le plus... que avec le recul, tu dis, Chris, ça n'a pas de sens. Là. J'aurais pas dû écouter ça. Je sais pas si c'est le plus bizarre, mais c'est celui que j'aurais jamais dû intégrer. C'était des humoristes qui étaient plus vieux que moi, que je respectais beaucoup. Je le nommerai pas parce que c'est inutile. Là. Mais lui, il était très puriste de stand-up, puis je le trouvais écœurant en stand-up, fait que moi, je buvais ses paroles. Là. Puis il disait que les anecdotes, c'est de la merde sur scène. Là, c'est pas bon les anecdotes, il y a juste le stand-up qui est bon. Puis fait que moi, très tôt, j'ai fait « Ah, ok, je ferai pas d'anecdotes parce que les anecdotes, c'est pas bon. » Puis c'est pas vrai, mais ça m'a pris des années avant de faire « Hey, pourquoi je fais jamais d'anecdotes? » Je fais « Ah, mon Dieu, à cause de ça. » Puis là, j'ai commencé à en faire un petit peu plus. Puis c'est pas ce que je fais le plus, mais quand j'en fais, j'ai du fun à les faire. C'est un autre rythme, c'est une autre bébite à apprivoiser. C'est pas le même beat non plus, humoristiquement, là. Mais j'aime vraiment ça. Mais ça, c'est de quoi que j'aurais aimé ça pour écouter. Ça m'a nuit longtemps. Là. C'est de ma faute à moi, mais ça n'a pas rapport. Genre. La salle où tu te sens le mieux à performer? Le bordel. Le bordel. C'est quoi la différence? Moi, pour l'instant, j'ai jamais été encore au bordel. OK. C'est une salle que j'aimerais aller voir un show. Mm-hmm. Je vais y aller dans pas trop longtemps. Okay. Mais c'est quoi la différence avec... c'est quoi l'ambiance? C'est quoi la... Physiquement, tout est là, en fait. Les plafonds sont bas, ce qui aide beaucoup pour la sensibilité là, au niveau du son puis les rires. Le service, tout le staff est vraiment rodé tête, fait qu'il ne dérange pas du tout pendant le service. Le public est bien placé, sont habitués, sont excités d'être là. Fait que c'est juste un environnement parfait pour faire des shows. Puis je joue là tout le temps. Là. Fait que il y a ça aussi. Là. Ça fait 10 ans que je joue là tout le temps. Fait que je suis rendu super bien, super confortable. Là. Je prends des risques, j'expérimente, j'explore. J'anime des shows aussi. Fait que il y a quelque chose aussi là-dedans de... Moi, je vais explorer là, puis c'est un labo, puis je prends aussi soin de mettre la table pour d'autres humoristes qui font ça. Fait qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup de faire partie de cette famille-là, en fait. Là. Je suis conscient que je suis privilégié là-dedans. Là. Parfait. Un des segments de l'épisode, c'est justement l'humour, puis donner des conseils. C'est une des pièces fortes du podcast que je veux mettre en place. OK. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, mais qui ne sait pas comment se lancer? On parlait justement de juste, vas-y, là, commence. Ben, genre, trouve des shows. Trouve des shows qui existent là, autour de toi, dans des bars, des open mic. Fais une recherche de où est-ce que je peux voir de l'humour. Fait que commence par être dans cet environnement-là. Fait que déplace-toi dans des... Moi, c'est ça que je faisais au début. Tu te déplaces dans des soirées, tu vas voir du monde qui font ce que tu aimerais faire. Au niveau un petit peu plus élevé ou au même niveau que t'es parce que t'es débutant, c'est un open mic, mais sois présent, genre. Puis jase avec les gens, sois sympathique, sois là pour apprendre, super ouvert. Mais c'est important de baigner dans cet environnement-là si tu veux l'intégrer éventuellement. Tu peux apprendre plein d'affaires, tu peux voir des erreurs à l'avance que tu fais « Oh, je veux pas faire cette erreur-là parce que quelqu'un d'autre l'a fait. » Fait que je te dirais juste nage là-dedans. Présente-toi. Aie pas peur d'aller jaser avec les humoristes, aie pas peur d'aller juste rencontrer du monde puis faire comme... Ou faire comme toi, de juste m'écrire « Hey, je fais un podcast là-dessus, ça te tente-tu? » T'as rien à perdre. À la limite, ils vont te dire non. Puis même si après ça, tu commences à faire de l'humour, puis là il va avoir oublié qu'il t'a dit non, mais tu t'en rappelleras pas, là, fait que c'est pas gênant, ta relation n'est pas scrap avec cette personne-là, t'as pas besoin d'avoir honte ou whatever, là, fait que fonce, fais juste foncer, puis chercher le plus d'opportunités possibles d'en consommer, d'en voir, d'être présent, puis de jaser avec du monde. Est-ce que tu as des bonnes soirées d'humour à te conseiller dans les environs, que ce soit ici ou Québec? Je sais pas si... Il y en a partout. Je te dirais que Montréal, bien évidemment, le bordel, c'est difficile à battre. Là. C'est pas mal la meilleure place. Là, parce que c'est très. Le tri
Le tri de qui joue sur les shows réguliers est assez rigoureux. Fait que c'est pratiquement impossible d'avoir un mauvais show. Là. C'est très, 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 très rare. Fait que le bordel, ils viennent d'ouvrir un club à Longueuil. Je suis pas allé, mais il paraît que c'est bien le fun. Je pense que c'est le Barachois, quelque chose comme ça. Baratineur, je pense, quelque chose comme ça. Il y a ça. Québec, il y aurait le Saint-Jean Comedy Club qui vient d'ouvrir, que je n'entends que des bonnes affaires là-dessus. Fait que Saint-Jean Comedy Club. Puis sinon, il y a plein de soirées d'humour un petit peu partout. Il y en a tellement des soirées que peu importe où est-ce que tu es au Québec, tu peux probablement voir un show d'humour dans un bar en formule plus soirée d'humour que dans une salle, mettons. Là. OK. Comment on commence à écrire une blague? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Est-ce que tu prends des notes sur un peu ce que tu vois, ce que tu vis? Comment qu'on écrit une blague? Tu prends des notes de ce qui te fait rire, tu as des idées, tu notes toutes les idées que tu as. Après ça, quand tu t'assois pour écrire une joke, tu y vas comme tu penses. Là, tu t'écris ce que tu penses être une joke, puis genre pourquoi c'est drôle, puis là, t'écris ça. Puis à un moment donné, tu formules la blague du mieux que tu penses. Puis tu vas l'essayer, puis tu regardes si elle marche ou elle marche pas. Puis si elle marche pas, tu fais est-ce que ma formulation est pas bonne? Puis là, t'apprends. Tu corriges quelque chose, puis tu réessayes. Puis là, elle a un petit rire, mais c'est pas parfait. Là, tu regardes, tu rechanges encore, puis là, t'as un gros rire, tu fais cool, ok, j'y touche plus. Tu sais, des jokes, là, tu peux en avoir qui vont rire du premier coup, puis éventuellement, avec l'expérience, t'as un instinct qui fait ça. Mais ultimement, c'est tout le temps retravailler. Là. Écrire, c'est réécrire. Là. Fait que d'abord, il faut que tu écrives de base, puis après ça, tu réécriras. Mais ce n'est que de l'échec, puis de corriger, puis corriger, puis corriger jusqu'à que tu trouves la patente. T'sais. Est-ce que c'est mieux de, justement, commencer à écrire des one-liners ou t'essaies de monter un 3 minutes ou... Je pense que c'est propre à chacun. L'avantage des one-liners, c'est que c'est très mécanique, mais tu sais quand tu as ton rire. Là. Prémisse, punch. Tu le sais, là, que tu as un rire là, fait que ça peut être sécurisant. Moi, j'ai fait des one-liners longtemps au début. Puis après ça, j'ai commencé à développer des bits puis à jaser un peu plus parce que là, j'avais confiance. Puis j'étais capable de parler plus longtemps sans qu'il y ait un rire, sans me dire que le monde m'haïssait parce qu'il y avait du silence. Là. C'était du silence de on est intéressé puis on attend la prochaine joke. T'sais. Mais au début, j'étais juste insécure. J'étais comme, il m'haïsse, il faut que je punch tout le temps. Puis là, éventuellement, je suis devenu plus confortable. Fait que les liners, ça peut être mais il n'y a pas de mauvaise approche, en fait. C'est juste de monter sur scène puis d'essayer puis d'apprendre à travers ça. Là. Est-ce que c'est une bonne approche de commencer et de parler, d'être un peu trop ouvert, de parler un peu trop de soi? J'imagine qu'à un moment donné, t'as plus rien à dire sur toi, là. T'es-tu si simple que ça? Quand même. Je sais pas. Mauvaise réponse, là. Mon point était plus que genre, t'as une profondeur. T'es un être humain avec plein de complexité, puis plein de détails, puis plein de nuances, puis plein d'affaires, t'sais. Si tu te perçois comme simple, tu vas arriver vite au bout de ce que tu as à dire, mais la vérité, c'est que plus tu creuses, plus tu vas faire « Ah non, mais il y a plein de pans de ma personnalité, il y a plein de petites affaires que je fais, il y a plein... » C'est juste que tu sais pas que c'est un potentiel à blague, puis c'est un potentiel à joke. Ça, tu vas l'apprendre en cours de route en le faisant. Mais je pense pas que c'est une mauvaise idée de parler de toi puis de partir de toi, parce que tu veux connecter avec des gens. Fait que, ultimement, ce que tu essaies de faire, c'est de trouver des points en commun entre toi et des gens dans la salle. Fait que, si tu fais, hey, moi, je suis quelqu'un qui est inconfortable quand, je sais pas, là, quand je suis en public puis il y a trop de monde, t'sais. Puis ça, c'est une affaire que toi, tu veux parler, mais il y a plein de gens qui sont comme ça. Fait que, c'est bien correct que tu en parles, puis plein de gens vont se reconnaître, puis là, tu fais une joke là-dessus, puis... Fait que c'est juste de trouver des petits points communs comme ça. Fait que c'est bien correct que tu parles de toi, là. Comment savoir si une joke marche vraiment? Si c'est pas un addon ou c'est le public qui accroche à ce type de blague. J'imagine que une blague de région puis une blague, tu viens faire la même, ça n'a peut-être pas nécessairement la même impact. Comment savoir si une blague fonctionne vraiment? Ben, c'est à la répétition. C'est pour ça qu'on joue beaucoup. C'est pour ça qu'on fait du rodage. C'est pour ça qu'on répète les jokes. Genre, il y a des jokes que j'ai faites 1000 fois, là. Ceux-là, ils font partie des jokes rodés, là. Mais je veux dire que avec le temps et avec le nombre de shows, ben, tu sais que celle-là, elle a toujours marché. Peu importe les différents types de publics. Tu sais que celle-là, elle marche devant un public de Montréal, mais elle marche moins devant un public de région. Tu sais, OK. Celle-là, elle marche plus devant des jeunes, moins devant des vieux. Fait que chaque joke finit par avoir comme ces statistiques que tu accumules, que tu sais. Puis éventuellement, tu viens que t'en as assez, que t'es comme j'ai un set qui est sure shot, j'ai un set qui est un peu plus risqué, j'ai un set qui est plus. Fait que tu finis par
genre, trouver les caractéristiques de chacune de tes jokes, puis la classer dans la bonne catégorie, mais c'est en le faisant, puis en refaisant, puis en refaisant. T'as besoin de statistiques, dans le fond. Là. Fait qu'il faut que tu fasses le plus de shows possible. Comment on gère un mauvais show? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que, quand tu commences, est-ce qu'il vaut mieux filmer tes débuts pour voir par après ce que tu fais de mauvais? Comment on gère un mauvais show, là? Tu devrais toujours te filmer ou t'enregistrer, puis te réécouter avec du recul pour pouvoir t'améliorer, puis voir ce que tu fais de pas correct, qu'est-ce qui t'énerve de toi, qu'est-ce que tu veux corriger. Fait que ça, c'est une bonne idée de faire ça. Savoir où est-ce que ça rit, où est-ce que ça rit pas aussi, parce que des fois, tu es dans le moment puis tu t'en rends pas compte. Tu vas sortir et tu le sais pas. Puis, ben, tu peux te demander aussi juste c'est quoi que moi j'aurais pu faire de différent. Je pense qu'une erreur, c'est de blâmer le public automatiquement. Comme je disais tantôt, faut juste... Ça se peut que le public était pas bon puis c'était de la merde, là. Mais que ce soit pas ton premier réflexe. Que avant de te rendre jusque-là, ce soit qu'est-ce que moi j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, qu'est-ce que je peux corriger. Puis si t'arrives pas à trouver de quoi parce que tu dis ah non, je pense vraiment que c'est eux autres parce que ça a tout le temps marché puis là ça a pas marché, c'est peut-être vraiment juste ce soir-là le public était de la merde, puis il était avec les autres humoristes, c'était pas le fun non plus. Fait que tu fais comme ok, c'est général là. Fait que je pense que c'est juste un mauvais show, t'sais. Mais prendre le réflexe de te demander toutes les autres questions avant de classer dans le show de merde puis de pas te remettre en question, t'sais. Est-ce qu'un mauvais show veut obligatoirement dire mauvaise blague? Peut-être c'est juste le timing ou... Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça, ça veut pas dire que tes jokes sont pas bonnes. Mais si le public est en feu toute la soirée, puis toi tu montes, puis c'est le gros silence, ben là, tu es en droit de te poser la question de j'ai peut-être fait de quoi de pas correct. S'il y avait bien du fun avec tout le monde, sauf avec moi, tu fais ok, qu'est-ce que moi j'ai fait qui est différent pour que moi, ils trouvent pas ça drôle, mais ils trouvent ça drôle les autres. Fait que tu sais, c'est de l'analyser comme ça, puis de regarder après ça, puis de corriger des affaires. Mais les mauvaises blagues, là, 9 sur 10 sont pas bonnes. Là. On t'a vu comme juge au Gong Show. C'est quoi l'erreur la plus commune que tu vois chez les jeunes humoristes? C'est quoi l'erreur la plus commune que je À vois? part pas se mettre dans l'ombre. Ouais, ça, ça je l'ai pas vu, j'ai fait en noir. La plus commune que je vois chez les humoristes, une qui m'énerve, c'est quelqu'un qui baisse son micro à chaque fin de joke. Il y en a qui font ça quand ils commencent. Là. Ils font blablabla, puis là, ils baissent leurs mains. Parce que dans leur tête, ils ont un rire là. C'est comme s'ils prenaient une pause, ils attendent le rire, puis ils recommencent. Mais ça donne un cue visuel au public de rier là. On va recommencer. Puis quand ils font ça, puis ça rit pas, ben là, c'est comme si tu montres au public que tu viens d'échouer quelque chose. Mais des fois, quand tu fais une joke qui marche pas, mais tu continues de rester en contrôle, puis c'est ça, c'est de pas rester en contrôle, je pense. Même si ça fonctionne pas, mais tu restes confiant puis en contrôle, le public va te pardonner. C'est s'ils sentent que tu perds le contrôle puis tu commences à te choquer que là, ils vont être mal à l'aise. Mais moi, j'ai déjà fait des 5-6 minutes que ça riait pas vraiment parce que le sujet était... Je testais des affaires, mais j'étais confiant tout le long pareil. Là. C'était pas grave que ça marche pas, je m'en venais essayer des affaires. Puis ça fait que j'ai gardé le public pareil tout le long. Puis à un moment donné, je les ai eus puis c'était correct. Mais si j'avais commencé à te choquer parce que ça marche pas puis là, je panique, là, ils sont mal à l'aise puis là, tu viens de les perdre puis ils sont bien durs à ramener. Là. De toute façon, je pense que c'est un peu le but d'aller tester, là, de te mettre en danger, puis tu te doutes que ça va peut-être pas fonctionner comme que tu veux. Absolument, sauf qu'il faut pas que pendant que ça marche pas, t'empires ta situation. Là. Si tu restes en contrôle, tu peux sauver ça. Mais si tu commences à te choquer, tu nuis à ta joke d'après, puis tu nuis à ta joke d'après, puis là, ben, c'est juste... ça déboule, puis rien qui marche. Là, Admettons, si ça marche pas comme tu veux, que tu perds confiance sur scène, est-ce que tu as des conseils, peut-être, je sais pas, est-ce que tu as des conseils de comment rattraper? Pendant que tu es sur scène? Oui. Il y a plein de trucs, mais ben, ça revient à ça. Rester confiant, ralentir. Quand ça va vraiment bien, ralentis. Puis quand ça va mal, ralentis. Les gens ont tendance à accélérer quand ça va mal. Puis c'est une erreur. Ralentis. Puis ça va peut-être changer la vibe. Là. Le conseil que tu aurais aimé recevoir dans tes débuts ou que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent? Ben, genre, il y a rien de... Il y a rien d'acquis. Là, ah, non, le conseil que j'aimerais ça te donner, c'est... tu t'en vas donner quelque chose sur scène. Tu t'en vas pas chercher quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont chercher de quoi.
Puis je trouve que ça paraît. Comme que le public, il est pas là pour te faire sentir bien. Tu es là pour faire sentir bien le monde dans la salle. Ou whatever, l'émotion que tu veux leur faire sentir avec ce que tu fais. Là. Mais ils sont pas là pour te servir. Toi, tu es là pour les servir eux autres. Fait que va te donner quelque chose. Puis quand tu mets le focus sur « je m'en vais te donner ça », quand t'as pas des réactions que tu veux à des jokes, tu capotes moins parce que t'es pas en train d'essayer d'avoir de quoi. Ça te permet de continuer à le donner puis juste accepter que les autres, ils le reçoivent comme ils veulent puis c'est correct. Genre. Mais ça, c'est un mindset. Là. Parfait. Je te remercie, PB. Ça fait plaisir. D'avoir accepté mon invitation, de m'avoir reçu dans ton studio. Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ton invitation à toi. C'était un gros épisode. J'ai aimé ce que tu as amené. Merci. Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce que tu as un show qui roule en ce moment? Où est-ce qu'on peut... En ce moment, j'ai un one-man show. Je roule mon deuxième one-man show. Je suis en tournée partout au Québec depuis un an et demi. Il me reste à peu près un an de tournée. Ça s'appelle Chat de ruelle. Donc, je tourne ça. Je suis au bordel fréquemment. J'ai mon podcast. Je suis un petit peu partout, là. All over the place. Parfait. Facile à googler. PB Rivard sur Instagram si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Oui. Au Facebook ou TikTok ou en vrai. .com. Parfait. Ciao. C'est déjà la fin de notre premier épisode. Merci à PB Rivard d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. Il a donné beaucoup de conseils. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Ça aide énormément le podcast. Et à la prochaine!